Jamais les remerciements n'auront été aussi sincères qu'aujourd'hui. Je tiens au nom de l'Institut de la démocratie et de la coopération, au nom de sa présidente Natalia Narochitskaya, à remercier SICPA et mon ami Mesri Haddad, l'ambassadeur Haddad, pour cette belle initiative, pour son concours et pour ce partenariat qui j'espère s'annonce fructueux entre nos deux instituts. Nous sommes ravis de faire partie de cette belle initiative. Merci beaucoup, cher Mesri. Notre plaisir est d'autant plus grand qu'au fil des années, l'IDC existe depuis 2008 et il a été créé avec la vocation d'aborder les grandes questions de l'actualité, droits de l'homme, souveraineté des États, relations Est-Ouest, bien sûr. Mais depuis 5 ou 6 ans, nous avons été amenés par la force des choses, par la force de l'actualité, à nous intéresser de plus en plus au Moyen-Orient. En effet, nous avons eu à Paris, dans nos locaux rue de Varennes, quelques manifestations sur le Moyen-Orient. Je salue l'ambassadeur Rimbaud qui est venu présenter son ouvrage chez nous. Nous avions fait en 2012 une première table ronde sur la Syrie. Mais je tiens à vous en parler puisque la plupart de nos manifestations sur le Moyen-Orient ont eu lieu non pas à Paris, mais aux Nations Unies de Genève. Nous avons été, Natalia et moi, il y a une dizaine de jours, où nos colloques, nos conférences sont de très grande ampleur, comme notre manifestation d'aujourd'hui, et ils ont lieu habituellement en parallèle de la session des droits de l'homme. Donc voilà, c'est un sujet qui nous est très cher, et donc je pense que ça va être passionnant pour tout le monde. Je profite de ce petit moment avant de passer à la discussion et au débat, de saluer bien sûr tous les amis de l'IDC que je vois ici présents, et de saluer également bien évidemment les amis de SICPA. Et je vous invite, les amis de SICPA, à connaître l'IDC et les amis d'IDC de connaître SICPA en vous inscrivant sur nos listes de diffusion respectives. J'ai envie de dire, à l'instar des bolcheviks, intellectuels de tous les pays, inscrivez-vous. Alors, nous passons donc tout de suite à notre premier panel. Je pense que vous avez tous le programme et vous avez compris la logique de la suite des 3 panels. Il s'agit aujourd'hui de se poser la question des conséquences possibles d'un éventuel rapprochement américano-russe, russo-américain. Mais dans notre premier panel, il s'agit de faire un état des lieux, de voir où nous en sommes aujourd'hui avec la politique qui a été poursuivie jusqu'à présent. Notre premier panel s'intitule en effet « C'est quelle déconstruction et effet d'agrégation de l'ancienne politique américaine ». Et donc, j'ai l'honneur de présenter nos 3 intervenants. Nous commencerons avec l'ancien Premier ministre d'Algérie, M. Sid Ahmed Rosali. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous saluer tous et toutes. Et évidemment, je ne manquerai pas de voir que vous agréable de saluer les efforts de Mesri Haddad et son équipe. Et le SICPA, certainement. Il a choisi un titre vraiment très difficile à prononcer. Mais je suis venu d'Alger vraiment spécialement pour dire mon soutien à ces efforts et aux efforts des SICPA. Nous partageons ensemble pas seulement un territoire qui s'appelle le Maghreb, mais un attachement commun à ce que nous fixons comme étant un devoir de vérité. Évidemment, nous sommes sur la base d'expériences très diverses et souvent très différentes, amenées à regarder les choses sous des éclairages différents. Je préfère ne pas employer la brutalité des mots, être de la vie d'eux contre la vie d'eux. Mais sur l'essentiel,
je salue ses positions, son courage, et puis surtout son intelligence. Alors, je prends le risque en intervenant devant vous, je ne sais pas combien j'ai le temps, mais je prends le risque de paraître aux auditeurs comme étant un peu à contre-courant de ce que j'appelle la pensée dominante. Pourquoi? Parce que ce que je dis ne provient jamais de quelque chose que j'ai appris à l'école ou à l'université, mais quelque chose que j'ai vécu. Et surtout, c'est le hasard qui fait que les grands défis qui se posent aujourd'hui et les composantes me permettent de faire des analyses qui sont basées sur du concret. C'est-à-dire que ma formation d'ingénieur, bien que je n'ai pas du tout de condescendance vis-à-vis des politiques ni des philosophes, je ne sais pas ce que je suis, mais à force d'avoir fréquenté les Saoudiens, les Iraniens, les Irakiens, les Arabes, les Syriens, les Américains, les Français, sur des choses très concrètes, ce que je dis, acceptable ou pas, est le résultat de ce que j'ai vécu. On parle par exemple, de la nouvelle administration américaine, par exemple, qui a élu, je le vois, beaucoup de secteurs de l'opinion mondiale. Et je vous dis tout de suite, je ne crois pas, personnellement, à ce que l'arrivée de la nouvelle administration américaine se traduise par un chamboulement de l'ordre politique et économique mondial. Je crois que la personnalité apparente du chef de la nouvelle administration contribue un peu à masquer la réalité du pouvoir réel aux États-Unis d'Amérique. La dureté du discours peut-être, ou bien même la caricature, et souvent la brutalité en quelque sorte des annonces de programmes, d'éléments de programme, à mes yeux, sont infondées, c'est-à-dire les craintes que suscite cette nouvelle administration, les craintes, pour moi, elles sont infondées. Enfin, de toutes les manières, qu'elles soient d'ordre caractériel ou qu'elles relèvent d'une stratégie de communication qui n'est pas nouvelle d'ailleurs aux États-Unis ni dans le monde. Le Bush-fils aussi a largement pratiqué la stratégie du fou, qui consiste à influencer, on n'est pas fou, mais on cherche à influencer la partie d'en face en lui faisant croire qu'on peut être très dangereux. Ce n'est pas la première fois que, enfin, les États-Unis, c'est important pour nous tous. C'est quand même la plus grande puissance financière, économique, militaire, pas du monde, de l'histoire de l'humanité. Donc c'est très important. D'ailleurs, j'ai dit souvent à mes amis américains, ça a tellement d'influence sur nous que nous devrions, nous, avoir le droit de voter pour le président des États-Unis d'Amérique. C'est pas la première fois que ça nous arrive parce que je vous renvoie à ce qui s'est passé il y a 8 ans. Quels sont ceux d'entre nous, à travers le monde, qui n'ont pas nourri des espoirs fous sur la base des promesses d'Obama? Et qui, je rappelle, Obama candidat, Obama président, Obama homme de couleur, nous étions tous envahis d'admiration devant un pays qui porte à sa tête, qui a fait de l'esclavagisme et qui porte à sa tête un homme de couleur.
résolution du problème palestinien. Il a promis une promotion des droits de l'homme à travers le monde. Il a promis, je cite les guillemets, l'instauration de rapports nouveaux entre les États-Unis et la sphère arabo-musulmane. Il a promis, je vous garde tout ça à la tête, je ne sais pas s'il a formulé de lui, mais enfin il a prononcé que désormais, enfin à l'époque, les États-Unis, au lieu de montrer l'exemple de la force, vont montrer maintenant la force de l'exemple. Et quand on passe en revue, ce qui a été fait, le prix Nobel, c'est la première fois, et la seule fois dans le monde, dans l'histoire, qu'un prix Nobel est récompensé non point sur ce qu'il a fait, mais sur une profession de foi. Et en matière de paix, bien sûr, c'est la guerre de 2003 qui a créé le désordre au sein de l'Irak. Il n'y avait pas du temps de Saddam Hussein. Et n'y voyait surtout pas un accent nostalgique vis-à-vis du régime. Il n'y avait pas l'ombre d'un terroriste. À partir de 2003, l'Irak est devenu la plus grande usine de fabrication. C'est le grand atelier du monde de la fabrication de terroristes. Et je pense qu'on ne réfléchit pas assez sur les conséquences, sur le plan de la stabilité de la paix dans le monde. Et on n'analyse pas assez pourquoi. Ce sont les Iraniens, c'est le gouvernement iranien, le régime iranien qui est la dictature religieuse la plus cruelle de l'époque contemporaine, a créé la Qaïda pour chasser l'armée américaine de l'Irak. Et ensuite, petit à petit, à la fin de la Qaïda, ils ont été les premiers concepteurs et géniteurs de Daesh, à l'essor de laquelle Daesh envoie non seulement le régime iranien, mais l'administration américaine et certains de ses alliés. Donc, dans un pays, nous sommes en France, où le problème dans l'ordre du jour, compare d'ailleurs, c'est le problème de la sécurité et du terrorisme. On voit bien que on ne voit pas que c'est la solution à partir du moment où les choses ne sont pas analysées de la même manière. Alors donc, pour revenir à l'époque Obama, on fait la liste de toutes les promesses qu'ils ont faites, aucune n'a été réalisée. Aucune n'a été réalisée, et nous nous trouvons 8 ans après dans un monde encore beaucoup plus dangereux, beaucoup moins stable, avec des perspectives beaucoup moins réjouissantes, et avec des contradictions grandissantes. Expliquez-moi comment les États-Unis d'Amérique, qui au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont installé une structure sécuritaire dans le Moyen-Orient sur la base de piliers, mais alors insécables. Premièrement, sur l'équilibre entre les puissances hégémoniques historiques locales, c'est-à-dire les successeurs des Perses, les Iraniens, les successeurs des Babyloniens, les Irakiens. Bon, je ne parle pas de l'Empire ottoman. Et pour protéger la péninsule arabique, les Américains ont compté non seulement sur leurs propres forces, mais sur une neutralisation mutuelle entre l'Irak et l'Iran. Et voilà que brusquement, cet équilibre qui a été complètement rompu, hein, non seulement rompu, mais on a livré, la guerre de 2003 a livré sur un plateau d'argent à l'Iran, l'Irak. Il n'y a pas seulement un déséquilibre, il y a une destruction. C'est-à-dire que j'ai appris finalement que les États-Unis peuvent commettre des erreurs monumentales contre leurs propres intérêts. Évidemment, la facture nous est envoyée à nous aussi, et d'abord à nous. Et je vois maintenant, et vous voyez tous maintenant, que cet État qu'on qualifie de totalitaire, qui est totalitaire, qui se nourrit de sa capacité de nuisance et qui a comme seul objectif de dominer toute la sphère arabo-musulmane. Bon, chaque État, et c'est légitime, pense à augmenter son influence sur les affaires mondiales.
Mais c'est les moyens qui changent. Il y en a qui comptent sur le rayonnement économique, d'autres sur le rayonnement culturel, d'autres sur la force militaire. Le régime iranien compte sur sa capacité de nuisance et sur la déstabilisation des États pour regarder ce qui se passe maintenant. Les quatre situations. L'Irak, ce qui se passe en Irak. Il y a l'Iran qui est derrière. La Syrie. Et ce n'est pas depuis Bachar seulement. Le père a toujours accueilli les Iraniens. Ce qui se passe au Liban, Hezbollah, ce qui se passe au Yémen, c'est l'Iran. Et je suis assez bien placé pour savoir, puisque c'est mon gouvernement qui, sous feu Boudiaf, a rompu les relations diplomatiques avec l'Iran, qui avait soutenu ce régime auprès duquel nous avions fait preuve tant de fraternité, et nous l'avons sorti plusieurs fois de situations difficiles. Bon, mais je sais bien qu'en politique, la gratitude, ça veut rien dire, mais c'est en tant qu'État, les États totalitaires, les dictatures n'ont pas d'autre idée pour l'avoir extérieur que l'expansionnisme pour s'imposer mieux à leur peuple. Et voilà que cet État-là est choisi comme allié par les États-Unis d'Amérique pour combattre le terrorisme. C'est un peu comme s'il y avait une alliance avec le loup pour protéger la bergerie. C'est incroyable. On prétend lutter contre le régime de Bachar al-Assad, soit, mais qui combat directement aux côtés et avec ses troupes iraniennes, c'est le régime iranien. Alors comment voulez-vous faire croire que vous êtes l'allié de l'Iran dans la lutte contre le terrorisme, quand l'Iran lui-même est un des producteurs du terrorisme? Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur cet aspect. Le terrorisme, en tant qu'Algérien, je sais ce que c'est. Et nous l'avons vécu, et tout seul, dans un isolement diplomatique total. Dans ce pays, la France, l'un des rares hommes politiques qui a pris une position claire et nette vis-à-vis de l'intégrisme, c'est Jacques Chirac. Il n'était pas encore président de la République. C'est l'un des rares, c'est Jacques Chirac. Les autres, les intellectuels, etc., étaient tous, l'Algérie était pestiférée. Ça ne les concernait pas. Je disais au ministre de l'Intérieur, il ne savait pas parce que j'étais ambassadeur ici, pourquoi vous accueillez les islamistes? Il m'a dit, nous sommes une démocratie. Je dis, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir parce qu'il y a chez vous un microcosme qui ressemble exactement au microcosme de chez nous. Et un jour, vous verrez. Donc, dans ce pays, et j'entends ce qui se dit à droite et à gauche, surtout en pleine période électorale, il n'y a pas une analyse correcte du phénomène du terrorisme. Et quand il n'y a pas une analyse correcte du phénomène du terrorisme, il n'y a pas de solution. Car le terrorisme, nous l'avons vécu, nous, en Algérie. Le terrorisme, il est le même. Il peut changer de nom, il peut devenir Qaïda, et le fils, le Daesh, etc. C'est la même synergie. C'est-à-dire, ce sont des forces politiques que vous ne voyez pas, mais qui sont des forces politiques obscurantistes. Ce n'est pas l'islam. Ce sont des forces politiques qui entendent prendre le pouvoir à des forces despotiques déjà installées, mais prendre le pouvoir de la même manière, et elles jouent. Ces forces-là jouent sur la rupture qui existe entre la société chez nous et les pouvoirs despotiques locaux. Elles jouent sur le terreau qui est formé par la misère, la mal-vie, etc., pour prospérer. Et il y a une chose que jusqu'à maintenant les pays occidentaux n'ont pas encore analysée. La responsabilité du terrorisme, c'est d'abord nous, c'est-à-dire nos pouvoirs politiques, mais c'est les pouvoirs occidentaux aussi, qui contribuent, et qui ont contribué jusqu'à maintenant, à, disons, toujours pactiser, être complaisant avec les pouvoirs locaux au détriment de toutes les tentatives de démocratisation. Alors tout ce qu'on vous dit sur le printemps arabe, etc., tout ça c'est de la blague. Tout ça, nous sommes dans une stratégie où, étant donné que l'opinion mondiale a évolué considérablement, l'opinion mondiale a fait des progrès du point de vue des droits de l'homme. Elle a fait des progrès sur l'exploitation de l'homme par l'homme ou l'exploitation des richesses par les autres.
Jusqu'à une époque très récente, l'humanité s'est constituée par des exploitations des richesses des autres, par des colonisations, par des empires. Ceci était admis, mais ce n'est plus admis depuis un siècle, ce n'est plus admis. On a appelé ça par le néocolonialisme. On a dit, bon, il faut bien apaiser nos opinions. On a inventé un nouveau colonialisme, c'est-à-dire qui consiste à continuer à piller les richesses des autres, mais sans domination directe, par l'intermédiaire de gouvernements soumis. Et là, on est en train de chercher un nouveau néocolonialisme. Sur la base de... Qu'est-ce qu'il a dit Kadhafi avant de disparaître, avant qu'il y ait la flambée, avant l'intervention française? Il disait à l'opinion mondiale, aux gouvernements mondiaux, choisissons autrement Al-Qaïda. Mais Kadhafi n'est pas le seul à avoir fait ce chantage. Dire, ou c'est nous, ou bien vous aurez les islamistes. Alors, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'essayer de faire venir les islamistes au pouvoir, de les faire échouer autant que possible, et de dire à l'opinion mondiale, voyez-vous, ces gens-là, ils ne savent pas faire, autant nous choisissons le moins pire, autant nous restons au pouvoir despotique d'abord. Alors, voilà pourquoi je dis que, quand on parle, et ça je m'excuse, je ne partage pas du tout la terminologie utilisée par mon frère et ami, l'islamo-fascisme. J'ai entendu un candidat important dire « je combats l'islamo-totalitarisme ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi on ne parle pas du christiano-fascisme? Ça veut dire que s'il n'est pas islamique, eh bien, il est acceptable, ce totalitarisme. Le totalitarisme, on le combat ou on ne le combat pas. Et donc, c'est là qu'on crée des problèmes. On crée des problèmes, et surtout, en stigmatisant l'islam, ce qui est totalement injuste. Et ce n'est pas seulement la faute des Occidentaux, les musulmans eux-mêmes qui présentent cette image de l'islam sont responsables. Mais quand on prétend être le président, le futur président d'un pays comme la France, 6e puissance mondiale, il y a des choses qu'on ne doit pas ignorer. Sur la deuxième religion du monde. Par exemple, quand on prétend dire aux musulmans, vous devez respecter nos racines judéo-chrétiennes, ça veut dire qu'on ignore tout de l'islam. Il n'y a pas plus judéo-chrétien que l'islam. L'islam se revendique de la continuité de la Torah, des évangiles et du Coran qui est venu. Et d'ailleurs, on appelle ça le livre. Les musulmans, quand ils parlent des chrétiens, ils les appellent pas souvent chrétiens musulmans, ils les appellent les gens du livre. Les gens du livre. Donc, on ne peut pas, quand on prétend des responsabilités dans un pays comme la France, ignorer à ce point l'islam, de l'opposer au judéo-christianisme. Voilà. Vous avez la gentillesse de ne pas m'interrompre. Moi, je n'ai pas fini. Mais je ne vais pas prendre le temps des autres. Donc, je conclue. Je conclue. J'interromps en disant que le choix de ce sujet-là, je crois qu'il est très important. Parce que dans le monde entier, les grands défis et le terrorisme en état, je ne dis pas l'islamo-terrorisme, c'est pas parce que ceux qui pratiquent ça sont ou se prétendent musulmans qu'on doit affubler, on doit simplement faire l'amalgame entre l'islam. C'est un problème commun. C'est un problème. Et là, il faut, sans être anti-américain primaire, les Européens doivent se dire que les Américains n'ont pas les mêmes intérêts dans cette région que les Européens. Il peut se passer tout ce qui peut se passer. C'est un monde à part. C'est un monde à part. Ici, il ne peut rien se passer. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, sans que ça se répercute en temps réel directement sur les Européens. Donc, je dis que les défis sont communs. Et nous devons les baser sur des solutions qui sont basées sur des diagnostics justes. Si le diagnostic est juste, le mal sera résolu. Sinon, le mal se perpétuera et se compliquera. Ma question est adressée à M. le Premier ministre algérien, avec mes respects. Monsieur le Premier ministre, vous avez signalé la création d'Al-Qaïda
en 2003, après l'occupation de l'Irak. On sait très bien que l'Al-Qaïda a été créée avant l'attaque de 2003 en Irak, le moment qui a été créé par l'Arabie Saoudite, par les Émirats Arabes Unis, par les Américains et les services secrets des Pakistanais contre l'occupation de l'ex-Union soviétique en Afghanistan. Dans ce cas-là, on va voir qu'il n'y a aucun rôle de l'Iran dans la création d'Al-Qaïda. Et en ce qui concerne le Daesh, vous savez très bien, aujourd'hui, le seul pays dans la région qui est menacé ses intérêts dans la région, c'est l'Iran. Dans ce cas-là, nous avons déjà des analyses qui ont été déjà instruites droite à gauche. La création de Daesh a été provoquée par les pétrodollars. Ce n'est pas par les Iraniens. Parce que les Iraniens, ils sont seuls dans la région qui fait la guerre avec Daesh. En principe, aujourd'hui, vous voyez, c'est l'Iran et la Russie qui sont sur terrain. Et simplement, je voulais signaler, je n'ai pas de questions, si vous voulez déjà des revendications, je serais ravi de vous écouter. Merci. Oui, j'ai jamais dit que Al-Qaïda en Afghanistan, elle a été créée en Afghanistan avec les États-Unis, Ben Laden, etc. Quand je parle de l'Al-Qaïda, j'ai bien dit, avant 2003, il n'y avait pas un seul terroriste du temps de l'islam. Pas un seul terroriste. L'Al-Qaïda en Irak a été créée par le régime iranien. Il y a des preuves. 2001, les États-Unis ont été attaqués par les terroristes Al-Qaïda. Écoutez, de toute façon, on n'a pas passé la nuit dessus. Al-Qaïda a été créée et instrumentée par le régime iranien pour chasser les Américains d'Irak. Deuxièmement, si j'ai cité l'Iran, ce n'est pas sur la base d'informations journalistiques. Ceux qui suivent cette affaire-là savent que l'Algérie a été le seul pays arabe qui a été derrière la révolution dite islamique depuis sa naissance jusqu'au bout. De tout le temps. Et c'est l'Algérie qui était le seul pays arabe qui n'a pas participé du côté de l'Irak à la guerre contre l'Iran. Et quand les problèmes du terrorisme ont commencé à se manifester en Algérie, qui a soutenu le terrorisme en Algérie et l'islamisme? C'est le gouvernement iranien.